Et moi, j'avoue que je ne me suis pas posé de questions. J'ai fait confiance à l'Institut Curie, à la chirurgienne, à l'oncologue. Et j'y suis allée. Et là, je me suis dit, je prends cette maladie comme un marathon en me disant, voilà, ça va durer longtemps, mais il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Mais à la fin, voilà, ça sera terminé. Comme j'avais des enfants en très bas âge, donc je n'avais pas envie de leur montrer que maman était malade ou maman ne pouvait plus faire les choses, même s'ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose. Je leur ai expliqué que j'allais être soignée, que j'allais guérir. Je me suis dit, je vais continuer tant que je peux bouger, je vais bouger. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course épique. Course épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une invitée dont l'histoire, au-delà du sport, résonne comme une véritable leçon de vie. Nadia, runneuse passionnée, a connu un parcours marqué par les défis, le courage et la résilience. En janvier 2014, alors qu'elle s'apprête à prendre le départ du marathon Nice-Cannes, un simple geste anodin révèle une réalité bouleversante qu'un diagnostic viendra confirmer quelques jours plus tard. Elle est atteinte d'un cancer du sein. Face à cette épreuve, Nadia choisit de mener 2 combats de front, celui contre la maladie et celui de rester debout, vivante et en mouvement. Malgré une opération, des mois de chimiothérapie et des séances de radiothérapie, elle se fixe un objectif fou, courir le marathon de Florence en novembre 2014. Pour elle, Florence, ville de la Renaissance, symbolisera sa propre renaissance. Nadia s'entraîne avec détermination, continue autant que possible à participer à des courses, toujours guidée par une volonté farouche de reprendre le pouvoir sur son corps et sur sa vie. Un désir profond de mener une vie normale finalement. Le 30 novembre 2014, sur les pavés de Florence, c'est bien plus qu'un marathon qu'elle s'apprête à courir. C'est une victoire sur la maladie, sur la douleur et sur les doutes. Aujourd'hui, Nadia nous ouvre son cœur avec authenticité et générosité. Un récit poignant et riche d'espoir. Mais je ne vous en dis pas plus. Nadia va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans votre nouvel épisode de Course épique. Bonjour Nadia. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course épique. Ça va bien ? Super, super. C'est quoi ton meilleur moment de la journée avant cette interview ? Ça a été quoi ? D'aller courir, d'aller faire ma sortie longue. Donc, j'ai eu juste le temps d'aller faire ma sortie longue, de revenir, prendre une douche et vite arriver à l'heure. En tenue pour l'enregistrement de l'épisode. Exactement. Merci de ta présence en tout cas, je suis ravi qu'on puisse échanger. Nadia, on enregistre cet épisode le 8 février, qui est également la date de naissance de Jules Verne. C'était en 1828. Si tu avais pu vivre dans un de ses romans, lequel aurais-tu choisi ? 20 000 lieues sous les mers pour partir au fond de l'océan ? Le tour du monde en 80 jours, voyage au centre de la Terre ou de la Terre à la Lune ? Quelle aventure t'aurait fait envie ? Le tour du monde en 80 jours. Donc, j'aurais adoré. J'aurais rajouté plusieurs jours, mais j'aurais adoré parce que finalement, le voyage et moi, c'est ancré en moi. J'adore découvrir des nouveaux pays, des nouvelles personnalités, rencontrer des gens. Des cultures différentes. Des cultures différentes, j'adore. Et justement, j'ai une question en lien avec ça. Est-ce que tu as une idée du nombre de pays que Jules Verne, qui est célèbre donc pour ses récits d'aventure, a visité en dehors de l'Europe et de la Méditerranée ? 0. Bravo. Tu savais ? Oui, je savais. Parce qu'en fait, fort. J'avais étudié ces livres-là avec mes élèves et donc j'en avais parlé. J'étais persuadée de te coller. Bravo, franchement, c'est fort. Voilà. C'est fort. Moi, je l'ai appris en tout cas en préparant l'émission. Nadia, on va démarrer le podcast. L'idée, c'est de te présenter aux auditeurs, mais à ce stade, je vais te demander de te présenter sans parler de sport. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à nos auditeurs qui te concernent sur qui tu es, d'où tu viens, tes passions, voilà, ce que tu as envie de partager en tout cas avec nous qui ne concerne pas le sport, on aura l'occasion d'y revenir. D'accord. Alors, Nadia, donc moi, j'ai 50 ans. Je les ai eus l'année dernière. Je suis professeure des écoles. Mais avant, j'avais aussi un autre métier. Je travaillais en agence de communication pendant très longtemps. Et j'adore lire, j'adore courir, mais bon, je ne parle pas de sport. Et j'adore voyager surtout. J'ai une grande famille, donc je partage énormément avec ma famille. Et ça, c'est très important pour moi, d'avoir du soutien, d'avoir un groupe WhatsApp où ça rigole, où ça s'engueule, ça rigole aussi. Ça vit, donc quoi. ça vit. Et ça, c'est très important.
Que dire d'autre? Je bouge beaucoup, je suis très curieuse, je suis très hyperactive aussi. Donc ça, pour certains, ça peut être un défaut. Pour moi, c'est plutôt une qualité parce que je vais là où je veux aller. Et ça, c'est important pour moi. Tu t'accordes quand même des temps un peu plus oisifs, des temps de calme, ou ça n'existe jamais dans ton agenda? Si. Alors, paradoxalement, je fais beaucoup de méditation, justement pour créer cet équilibre entre le fait de bouger, d'aller visiter des choses, enfin des musées, d'aller apprendre. Et il y a un moment où j'ai besoin de pause. Et là, je pratique la méditation. Donc, je prends le temps de respirer aussi, de faire des exercices de respiration pour me permettre d'avoir un équilibre dans la vie. Quand je sens qu'il y a trop d'émulation, qu'il y a trop de choses dans ma tête, là, je me dis stop. Tu vas chercher l'apaisement là-dedans. Exactement. Nadia, on va faire un petit saut dans le temps, on va revenir à ton enfance. C'était quoi tes bonheurs du quotidien? Et puis dans tout ça, quelle place il y avait pour le sport notamment? Alors, quand j'étais petite, moi j'étais entourée de garçons. Enfin, je suis toujours entourée de garçons parce que j'ai 7 frères, donc ça fait beaucoup. Je suis au milieu, donc quand j'étais petite, quand je sortais, j'étais obligée d'aller avec mes frères, mes 5 petits frères que j'emmenais un peu partout, surtout à la bibliothèque le mercredi et le samedi. Donc tous les mercredis, tous les samedis, je les emmenais à la bibliothèque parce que j'avais envie d'y aller et que comme j'étais obligée de sortir et d'avoir mes frères, je les emmenais avec moi. Et avec mes grands frères et mes petits frères, on faisait plein de sports parce qu'on bougeait. J'habitais à Grigny, dans l'Essonne, dans le quartier de la Grande Borne, et j'étais aussi animatrice de l'Union sportive de Grigny. Et donc, je faisais beaucoup de sport avec les plus jeunes. Mais moi, déjà plus jeune, je faisais plein de choses. De toute façon, je ne pouvais pas rester inactive, c'était impossible. Tu as fait de la boxe aussi, non? J'ai fait de la boxe, exactement. Pendant longtemps, j'ai fait de la boxe. En fait, j'emmenais mon petit frère faire de la boxe. Et moi, je n'avais pas le droit. Et j'ai dit à ma maman, t'inquiète pas, moi, je vais aller faire de la danse. Et en fait, je l'accompagnais, je pratiquais avec lui et avec l'équipe. Et finalement, elle s'est dit, c'est pas grave. Allez, file. Allez, file. Donc voilà. Est-ce que le premier contact souvent avec la course à pied, quand on est plus jeune, c'est le cross du collège? Est-ce que toi, tu as des bons souvenirs, en tout cas, de l'athlé dans un cadre scolaire ou des premiers cross? Est-ce que c'était une punition ou en soi déjà un début de plaisir? C'était un début de plaisir parce qu'à chaque fois, il y avait le cross de l'année. Donc, on se préparait tous ensemble. On essayait de se motiver. Non, je courais bien. J'étais contente. On allait dans le cross. Enfin, à Grigny, il y avait la forêt de la Sapinière. Là, on n'allait jamais parce que quand tu es petit, la forêt, ça représente tellement de... Attention, loup-garou. Exactement. Tellement de peur. Donc là, on était protégés parce qu'il y avait le cross et puis on pouvait aller dans ce domaine. Et puis, c'était aussi le partage. On était contents de gagner, de participer. Donc, moi, je ne gagnais pas. J'étais plutôt vers les premières, mais je ne gagnais pas. Mais ce n'est pas grave. Donc, ça n'avait pas d'importance. Tu cherchais pas ça. Exactement. Il y avait le côté social aussi qui était présent déjà? Ah oui. J'étais très contente d'être avec mes copines. On allait courir, on rigolait parce que c'était la sortie. On ne faisait pas beaucoup de sorties scolaires. Donc pour nous, c'était la sortie. La réjouissance. Exactement. Absolue. On va ressauter dans le temps pour aller vers l'avant cette fois-ci. Quelle place pour le sport quand tu étais un peu plus adulte et à quel moment la course à pied elle a trouvé sa place plus durablement dans ta vie, le tout début, au moment où tu l'as réintégrée à ta vie d'adulte? Alors, quand j'étais étudiante, je ne courais pas. Si, je courais, mais entre 2 trains. C'est-à-dire que de Grigny jusqu'à la Sorbonne, Paris-Saint-Michel, je faisais des allers-retours sans cesse. Donc, c'était beaucoup de temps de déplacement. Et c'est vrai que je n'avais pas le temps de faire de sport. Et c'est après, quand j'ai eu mes enfants, je les envoyais, je les envoyais. Ils faisaient du sport, ils faisaient du football au stade Émile-Antoine. Et pendant ce temps-là, moi j'attendais, je corrigeais mes copies. Et puis finalement, je me suis dit, tiens, pourquoi pas commencer et pourquoi pas courir autour du stade comme ça. Je vois les enfants, ils sont dans dans mon champ de vision. Et puis, je me suis dit, allons-y, on se lance. Il y avait beaucoup de coureurs à ce moment-là autour du stade? C'est ça qui t'a donné envie? Non, il n'y avait pas beaucoup de coureurs, justement, c'était ça. Je me suis dit, tiens, il n'y a personne. Donc, j'ai la possibilité, je me suis donné ma chance, entre autres, parce que je me suis dit, je n'avais pas de comparaison. Et surtout, c'était le mercredi après-midi, il n'y avait pas beaucoup de coureurs déjà en temps normal. Il y avait les joueurs de foot qui étaient présents. Et voilà, ils faisaient leur petit tour de foot, et puis, de course. Et puis ensuite, ça y est, ils se lançaient dans le foot. Et moi, je me suis dit, tiens, il y a des couloirs de libre, allons-y. Let's go. Exactement. Tu as le souvenir de début difficile ou ça a été très vite gratifiant et ça t'a apporté beaucoup de... Enfin, tu as vu des bénéfices très vite? Alors, au début, j'ai pris une application qui s'appelle G-Walk à l'époque. C'était waouh,
il y a très sur longtemps. Sur un téléphone en noir et blanc. Sur un téléphone, quand même pas. 36-15 Gémeaux. C'est ça, quand même pas. Et donc, en fait, on a presque le même âge. Hein. Absolument, c'est pour ça que je me permets. Ouais. Et donc, j'ai commencé à avoir un petit plan d'entraînement avec de la marche, de la course, de la marche, de la course. Et finalement, je me suis dit, bon, moi, il me faut un objectif, je peux pas courir que comme ça. Enfin, il fallait que j'ai quelque chose. Et j'avais entendu parler de la Parisienne. Donc, c'était la course féminine. Donc, il y avait que des femmes. Ça me rassure un petit peu, surtout au début, parce que on sait pas trop, on est un peu timide. Et puis, je me suis lancée sur le 6 km. Et à l'époque, je me souviens très bien, je me disais, mais waouh, jamais je pourrais finir cette course. C'est trop, 6 km, c'est impossible pour moi. Tu courais quoi à ce moment-là? Toi, tu as une idée du temps pendant lequel tu courais sur tes entraînements? C'était quoi, je une courais demi-heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, oui. Et puis après, je me suis dit, bon, allez, je vais aller jusqu'à 1 heure. Et donc, 1 heure déjà, je me suis dit, waouh, quand même. Bah oui. Et c'était gratifiant parce qu'au début, je faisais des pauses en marchant pendant mon heure. Et puis finalement, je suis arrivée à 1 heure sans courir. Et je me suis dit, bah tiens, c'est pas mal quand même. Et puis voilà. 1 heure sans courir ou 1 heure sans marcher? Pardon, le lapsus. 1 heure sans marcher, 1 heure en courant. Donc, quelle impression tu as eue sur cette Parisienne? Comment tu as vécu la course? Est-ce que pendant que tu étais dans le moment, tu étais transcendé par l'émulation, par tout ça? Est-ce que tu as senti déjà s'enclencher quelque chose et l'envie de te dire que tu avais mis le doigt dedans et que c'était le début de quelque chose? Ah oui, effectivement. En fait, la première médaille, ça a été vraiment le déclencheur. Je me suis dit, waouh, t'es capable de faire ça. C'est surtout ça. Je me suis dit, j'ai été capable d'aller au bout et j'étais très contente d'avoir cette médaille et de me dire, 6 km, au début, tu en avais peur et finalement, tu as été jusqu'au bout. Donc, tu es capable d'aller faire un peu plus à chaque fois. Donc, tu es capable d'aller un peu plus loin. Et puis, en plus, il y avait une telle ambiance sur le parcours que je me suis dit, waouh, on est en train de m'acclamer parce que j'avais mon nom sur mon dossard. C'était Nadia. On avait l'impression d'être une star alors que finalement, on n'est qu'une femme qui court. Donc, et c'est déjà bien. Et voilà. Et finalement, j'ai vraiment apprécié. Et quand je suis sortie de là, je me suis dit, non, il faut que je reprenne un dossard. C'était obligé. Est-ce que tu as trouvé ça malgré tout un peu difficile? Est-ce qu'il y a des moments de difficulté où la tête cogite un peu? Ou ça n'est que plaisir à chaque mètre? Là, c'était... en fait, le plaisir, je l'ai eu vers la fin parce que je me suis dit... attends, avant... Quand tu as su que tu allais finir, en fait. Exactement. Non, c'est ça. Ouais. Quand j'ai su que je m'approchais de l'arrivée, je me suis dit, là, c'est sûr, tu finis, il n'y a pas de problème, etc. Et c'est vrai que je me suis dit au début, allez, tu tiens 1 kilomètre. Allez, on y va, 2 kilomètres. Et finalement, la difficulté était plus au début de se dire, tu es lancé, tu y vas. Et c'était aussi d'affronter ces petites peurs, ces petites angoisses en me disant, oui, tu es capable d'aller jusqu'au bout. Et finalement, je l'ai fait et puis ça s'est enchaîné, vraiment. Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que tu soupçonnais pas de ce que pouvait être une course là? Même si j'avais fait des crosses auparavant, là, c'était vraiment ma première vraie course. Et je ne pensais pas qu'il y aurait autant de femmes sur un parcours qui auraient envie de courir ensemble. C'est surtout ça. Et puis, les encouragements. Les encouragements, c'est fou sur le parcours. C'était quoi, 2012-2013, je me souviens plus exactement, mais on avait vraiment cette alliance, avec les autres filles, on courait, on s'encourageait, même s'il y avait à côté, j'avais des jeunes filles qui peinaient un petit peu, c'était « Allez, viens, on y va ensemble, on y va jusqu'au bout ». Donc là, on a compris, c'était le début d'une grande histoire. Tu as commencé à rallonger les distances, un peu toujours dans cette logique de se dire j'ai réussi, donc ça veut dire que je peux probablement plus, donc j'essaye plus, c'est ça? Ça a été ensuite le 10 km et tu as repoussé petit à petit les limites? Exactement. Après, il y avait le 10 km de Nike. Je me suis dit, si je suis capable de courir 6 km, je vais rajouter un petit peu et je vais courir 10 km. Ça va finir en Tour des géants, ça, cette histoire, en Tour des glaciers. Oui. À ce rythme-là. Qui sait? Oui. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Bon, le 10 km Nike, en tout cas. 10 km Nike, donc c'était à l'époque les premières courses. On avait ces beaux t-shirts, on était en groupe de filles, il y avait de l'émulation, donc il y avait ces entraînements aussi qui étaient tous les mardis, tous les jeudis. Donc il y avait vraiment, on se sentait porté par les gens, enfin par notre entourage. Et ensuite, je me suis dit, tu as fini le 10 km, tu as une médaille, tu peux un peu allonger. J'ai allongé jusqu'au... On te voit venir, Nadia. Oui, exactement. Un semi, allez hop. Et hop, un petit semi au mois de mars. Et je me suis dit, tu as fait un semi, tu t'entraînes encore, tu t'entraînes bien et tu fais le marathon. Donc, j'ai fait tout ce qu'il ne faut pas faire en général. C'est-à-dire que j'ai enchaîné directement de la Parisienne au marathon. Entre ta Parisienne et entre le marathon, il y a finalement eu 8-9 mois. C'est ça, entre le mois de septembre et le mois d'avril. Oui. Donc, c'est en ça que on parle souvent de progressivité. Toi, tu as été progressive, mais rapidement. C'est un peu ça le chemin.
J'ai été progressive très rapidement parce que en fait, j'étais tirée par le haut par des copains, par des personnes qui me disaient mais allez, venez, on se challenge un petit peu. Allez, on y va. Donc, et moi, je ne sais pas dire non. Donc, quand on me propose quelque chose, je dis tu fonces, oui, ton j'y vais. enthousiasme prend le dessus. Exactement. C'est après que je regrette. Et finalement, là, j'ai pas du tout regretté. Est-ce que tu portes un intérêt pour le trail ou est-ce que c'est quand même principalement la route qui t'anime? Alors, j'aimerais beaucoup faire du trail, mais le problème, c'est quand tu habites à Paris, je sais, on peut toujours trouver des solutions, mais quand tu arrives à Paris, quand tu es à Paris, c'est un peu compliqué pour les déplacements. Moi, c'est plus les déplacements parce que il faudrait que je me déplace le vendredi et rentrer le dimanche soir. Donc, effectivement, éventuellement, l'été, c'est plus propice pour faire des trails, mais il y a quand même, c'est quand même un autre monde. J'ai essayé, j'ai fait, j'adore parce que tu es dans la nature et puis tu profites. Mais il y a quand même du challenge, il y a du dénivelé et moi, je n'aime pas ça. Donc, j'en fais parce qu'il y a des challenges, etc. Mais c'est vrai que ça serait un de mes objectifs. Je me suis dit, j'aimerais bien faire 2-3 courses l'été. C'est quoi ta distance de cœur là aujourd'hui? Tu en as essayé une large profondeur, un large spectre, s'il en Le restait marathon. qu'une. Marathon. Oui, le marathon, j'aime beaucoup parce que après, je suis pas non plus une flèche, donc j'y vais tranquillement, mais je sais que c'est ma distance et je sais que je peux tenir et je sais que je peux aller jusqu'au bout. Et c'est aussi le fait d'avoir une préparation, ça m'apporte beaucoup de discipline. Tu es très studieuse? Tu l'appliques avec rigueur? J'essaye, mais ça m'arrive de me dire, non, là, tu ne peux pas parce que tu es fatiguée. Donc, j'essaye d'être rigoureuse. Je suis rigoureuse, je suis disciplinée. Mais le problème, c'est quand je sens que j'ai un problème au niveau de mon corps, je suis très à l'écoute de mon corps. Le moindre souci, j'écoute et je me dis, là, tu fais une pause. Tu reprendras, il n'y a pas de problème. Et c'est ce que je fais très souvent. C'est bien d'y arriver, parce que parfois on a la mauvaise conscience de se dire je saute une séance et la cata, je ne serai pas prêt. Non, pour ça, je pense que c'est la maturité aussi. Donc, on se dit, si tu veux durer longtemps, tu as intérêt à faire attention à ton corps. Donc, c'est ce qui te transporte, etc. Donc, je fais attention. Donc, oui, je préfère, même si j'ai des plans d'entraînement, voilà. Après, j'ai essayé d'avoir des coachs, ça n'a pas marché parce que je suis un peu, comment dire, j'ai besoin qu'on me stimule bien et qu'on sache me dire non, là, tu as déconné, quoi. Donc, on est trop gentil avec moi et il y a des moments où il faut être un peu plus strict à ce niveau-là. Il faut chahuter un peu Nadia. Exactement. T'es majeure en marathon, t'en as fait 18, c'est ça, non? Non. Marathon marathon, j'en ai fait 18. Ah, 18, c'est ça, ouais. Oui, voilà. Ah oui, pardon. Majeure dans le sens, oui, 18, t'as passé le cap des 18. Ouais, pas les majeurs. C'était un peu tiré par les cheveux, mais excuse-moi. C'est beau, 18 marathons. Oui, et donc là, je vais continuer tant que je peux, tant que j'ai la santé. Oui, il faut. Nadia, on va ouvrir un chapitre un peu plus personnel, si tu veux bien. Ta vie, elle va basculer alors que tu te présentes au départ du marathon Nice-Cannes. C'était fin 2013. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment-là? Alors, ça me revient un peu. Je suis un peu émue rien que l'idée d'en parler, alors qu'avant, je pouvais en parler rapidement. Alors, pour le marathon Nice-Cannes, j'étais prête à partir. Je mets ma brassière et je sens qu'il y a quelque chose au niveau de la poitrine. C'est pas une boule, c'est genre un petit rectangle un peu dur. Enfin, vraiment, je sentais quelque chose de dur sous le sein droit. Et là, je me suis dit, c'est bizarre. C'est pas normal. Je l'ai senti vraiment tout de suite. Je me suis dit, ça y est, ça doit être ça. C'est pas possible. J'ai pas pensé à autre chose. Et quand j'ai commencé ma course, donc je suis partie sur la course, donc grand soleil, du vent, le sable qui pique les jambes. Et là, je n'ai pas arrêté de penser à ça. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est ça. Et puis, je sais pas, il y avait quelque chose en moi qui me disait, Nadia, là, il va falloir que tu ailles dès demain voir ta gynécologue. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai rien dit. J'ai fait les examens, etc. J'ai rien dit. Et elle m'a dit, je sens quelque chose, il faut faire une biopsie. Et là, je me suis dit, OK, ça, c'était un cancer. Et j'ai fait la biopsie, j'ai attendu parce qu'il y a des temps d'attente. C'est long quand on attend. Et puis, je suis allée la revoir et puis elle me dit, c'est un cancer du sein. Donc, évidemment, je m'effondre. Pour moi, c'était pas possible. J'ai pas du tout accepté parce que je fais du sport, je fume pas, je bois pas, j'ai pas d'antécédents chez moi et je comprenais pas. Et je me disais, mais pourquoi moi? Pourquoi? Parce que, honnêtement, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Tout n'était pas fait pour entrer dans la case cancer du sein.
Tu avais à la fois la conviction que c'était ça, en voyant le symptôme, te connaissant, tu as tout de suite imaginé, alors que souvent on a tendance à se dire c'est pas grave, ça va aller, etc. Non. Toi, tu avais déjà cette quasi-certitude. Exactement. Et en même temps, effectivement, ce que tu dis de ton hygiène de vie, de ton héritage familial, enfin voilà, il n'y avait pas de terrain en tout cas favorable à ça. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas, mais en tout cas, ça rendait peut-être la chose moins explicable pour toi, c'est ça? Exactement. Et puis, donc, elle a téléphoné à l'Institut Curie pour que j'ai une place rapidement, pour qu'on commence le protocole. Mais je pense que quand j'y suis allée, j'entendais rien, en fait. Je ne voulais pas entendre. C'est-à-dire qu'on me disait, il faut faire ça, il faut faire ça. J'étais là, oui. Je ne savais même pas à quel stade j'étais. Bon, après, j'ai vu que j'étais au stade 2, donc il fallait quand même faire une opération très rapidement, parce qu'il ne fallait pas que ça se développe très rapidement. Donc, janvier, une opération. Il y a 4 stades, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Et puis ensuite, février, j'ai dû passer à la chimio. Donc là, la chimio, c'était pendant 6 mois. Et puis ensuite, la radiothérapie. Et ensuite, l'hormonothérapie pendant 5 ans. Donc, c'est assez lourd. Et quand j'aurais dit, mais est-ce que je suis obligée de faire tout ça? Ils m'ont dit, comme vous êtes jeune et sportive, vous allez mieux le supporter. Et moi, j'avoue que je ne me suis pas posé de questions. J'ai fait confiance à l'Institut Curie, à la chirurgienne, à l'oncologue. Et j'y suis allée. Et là, je me suis dit, je prends cette maladie comme un marathon en me disant, voilà, ça va durer longtemps, mais il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Mais à la fin, voilà, ça sera terminé. Je sais que... Donc, tu l'as abordé de façon très positive et conquérante aussi, enfin combative en tout cas. Plutôt combative parce qu'en fait, comme j'avais des enfants en très bas âge, donc j'avais pas envie de leur montrer que maman était malade ou maman ne pouvait plus faire les choses, même s'ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose. Je leur ai expliqué que j'allais être soignée, que j'allais guérir. Ma fille l'a moins compris parce que pour elle, c'était « je suis malade, point ». Et c'est vrai que c'était un peu plus compliqué. Mais oui, je me suis dit, je vais continuer tant que je peux bouger, je vais bouger. Donc, il y a eu un moment de l'acceptation quand même dans tout le cheminement que tu as dit. Est-ce qu'au bout d'un moment, tu as quand même assimilé cette idée et tu t'es dit, OK, je dois vivre avec ça et maintenant je vais mener ce combat-là? Ah, ça a été dur. Hein. Je pense que j'ai accepté, mais il y a au début, en fait, ça a été par phase. Au début, c'était un moment de colère. Enfin, je dis non, mais c'est pas possible. Pourquoi moi? Donc, oui, un véritable moment de colère. Après, il y a eu un moment de tristesse, mais je pouvais pas trop montrer. Donc, c'était vraiment quand j'étais toute seule. Je me suis dit, mais waouh, c'est lourd ce que tu as et puis tu peux en mourir. Enfin, donc, c'est vrai que j'avais ça en tête. Et j'avoue que quand j'ai su ça, je suis rentrée chez moi, j'ai fait tous mes papiers. Moi qui déteste faire l'administratif, j'ai fait tous les papiers administratifs, trier tout ça en me disant, au moins, si jamais je devais mourir, au moins, tout sera fait et ça sera beaucoup plus facile pour ma famille. Donc, je suis partie avec cet état-là quand même. Et puis après, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, il faut que je bouge. Je bougeais avant, j'ai toujours été... vers l'avant. Donc, et finalement, j'ai toujours continué de courir. Quand je pouvais courir, quand j'étais plutôt en forme, pas après une chimio, là, j'allais courir tranquillement. Et voilà. Ça a été difficile de parler de la maladie autour de toi. Est-ce que c'était plutôt de la pudeur? Est-ce que c'était l'idée de préserver ton entourage? Est-ce que c'était aussi une volonté? Tu me l'as dit pas mal en off et voilà, je l'ai lu aussi dans les comptes rendus de cette époque-là de ta vie. Pour pas qu'on s'apitoie sur ton sort, tu parles de pathos, c'est tes mots. Voilà, qu'est-ce qui faisait que tu voulais globalement garder ça pour toi et préserver autour? En fait, je pense que en termes de pudeur et je pouvais pas. Enfin, ça me concernait. C'était mon intime à moi. Alors c'est vrai qu'il y avait ça concernait le sein, donc c'est très intime aussi. Donc et puis ensuite, j'avais pas envie de montrer aux autres. Tu vois, et pourtant, tu vois, tu n'es pas en forme. Tu es malade. C'est ça le mot. En fait, c'était tu es malade, alors que d'habitude c'était waouh, t'es en pleine forme, Nadia. C'est cool de te voir rayonnante et tout. Et là, je me suis dit waouh, je suis malade. Donc tu vois, cette forme d'acceptation, je l'ai faite avec le temps et je voulais préserver ma famille. Ma maman, je ne lui ai pas dit tout de suite. Oui, la façon dont elle l'apprend, elle est assez elle est surprise. Oui, c'est ça, c'est par ta fille, non? C'est ma fille. Ouais. Je me souviens très bien, je ne lui avais pas dit tout de suite. Mes frères, ma sœur, tout le monde était au courant. En fait, je voulais la préserver parce que mon papa étant décédé d'un cancer des poumons, pardon. Donc, je voulais aussi la préserver. Je voulais pas dire, tiens, tu vois, moi aussi, j'ai un cancer comme papa. Enfin, donc, c'était un peu... Je voulais aussi la préserver. Donc, j'avais rien dit. J'avais ma perruque ultra maquillée pour montrer que j'étais bien. Donc, c'était vraiment le côté un peu pour la préserver. Même les FaceTime, c'était
Mon frère me disait, maman va t'appeler, donc prépare-toi. Donc, je me préparais et tout ça. Et puis... Ta fille a vendu la mèche. Elle lui c'est a dit, le dire. c'est ça, elle lui a vendu la mèche et en lui disant, tu sais, maman, elle a plus de cheveux. Et ma maman me dit, mais si, elle a des cheveux, regarde, elle a fait son brushing. C'était une perruque. Et donc, non, mais regarde bien, elle a vraiment pas de cheveux. Et là, ma mère retire ma perruque et elle tombe dans les pommes. Donc ça, c'est ce que je ne voulais pas. Et finalement, elle a appris, je lui dis, ça y est, je suis guérie, c'est bon, t'inquiète pas. Mais pour elle, même encore maintenant, elle me protège en me disant, mais non, toi, tu fais pas d'efforts, tu dois faire attention, alors que c'est à moi, sa fille, de faire attention aussi maintenant à elle. Et ma fille m'a dit, maman, tu sais, elle avait 6 ans. Elle me dit, maman, t'imagines si moi j'ai la même chose et je te le dis pas, tu aimerais? Et là, je vois la maturité de ma fille de 6 ans qui me dit ça. Donc, ça a été une claque dans la figure. Quoi. Ouais, donc, la vérité sort de la bouche la vérité, de l'enfant, ça s'est vérifié en tout cas à ce moment-là. C'était difficile pour toi aussi de constater, on sent ton plein d'énergie, ton envie d'être en forme, de sentir malgré tout ce que tu pouvais mettre dans ce combat contre la maladie, d'être un petit peu diminué. Est-ce que c'était compliqué à accepter pour toi aussi, de ne pas être tout à fait la Nadia avec son plein potentiel que tu t'attaches à être le reste du temps? C'est vrai que j'ai été... Ça a été dur pour moi. Ça a été dur. Je pense que c'était le plus dur de se dire, tiens, je peux pas bouger parce qu'après une chimio, t'es tellement mal parce que il y a des effets secondaires terribles, plus la fatigue, tu as envie de faire même lever la jambe. Dans mon lit, je n'y arrivais pas. Sauf que mon cerveau, il était en ébullition, il pensait à plein de choses. Donc c'est pour ça que j'ai commencé aussi à faire la méditation, etc. En me disant, allez, je vais essayer d'apaiser ça parce que dans ma tête, ça bougeait énormément et dans mon corps, je ne pouvais pas. Donc il y avait un paradoxe qui était présent et c'est vrai que j'ai eu du mal à accepter. Donc, dès que je pouvais être un peu plus en forme, ça y est, j'étais dehors. J'étais dehors et ça, c'était important pour moi. Quel genre de séance là tu pouvais faire selon un peu les moments entre les chimios, etc. C'est quoi l'amplitude de ce que tu pouvais faire? Déjà marcher, rien que marcher 1 heure, c'était énorme pour moi. Et puis après, j'essayais de courir 15 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Et c'est vrai que c'était compliqué. Mais plus j'avançais dans la chimio et plus c'était difficile. Et plus les moments où j'arrivais à courir étaient précieux. Ça avait un effet toujours positif quand tu revenais même de ces 10-15 minutes? Ah oui, mais je revivais. Donc voilà, après la chimio, j'avais envie de reprendre, de courir. Et c'est vrai que même si c'était des petites distances, je rentrais, j'étais heureuse, vraiment. Et puis j'étais très souriante. Et puis, j'avais envie de bouger. Donc je faisais des mouvements avec de yoga, des petites choses comme ça. Enfin, des petites choses. Non, pour moi, c'était énorme. Donc... Tu avais tout un programme de courses, ça a dû être un moment pas simple aussi, de renoncer à tous ces projets que tu avais sur le début d'année 2014, sur toutes les courses qui étaient déjà à ton agenda. Ça, c'est un moment difficile. C'est vrai que j'avais prévu de refaire le semi, de refaire plein de courses, de refaire le marathon aussi. Donc, j'avais pris des courses au mois de mai, au mois de juin. J'avais pris toutes mes courses du premier semestre et j'ai tout donné parce que je ne pouvais pas les faire, évidemment. Donc, c'était un peu un regret, un renoncement. Mais après, je me suis dit, bon, c'est pas le moment. Donc, il y aura un temps pour les faire plus tard. Et c'est vrai que c'était un peu difficile pour moi de me dire, waouh, je vais voir les autres courir. Et moi, je suis là comme ça. Mais pour le marathon de Paris, j'ai quand même encouragé. J'étais là avec mon panneau. J'allais mieux. Donc, c'était le pic. Il y avait un pic quand on est en chimio. Il y a un pic où on se sent beaucoup mieux. Donc, c'était à ce moment-là. J'étais là en train d'encourager. Donc, il y avait... j'étais pas du tout jalouse. Je savais que je pouvais pas courir, mais quand je voyais mes copains courir et puis quand je rencontrais des gens que je connaissais, j'étais là, ouais, allez, vas-y. Et donc c'était un moment de partage aussi. C'était vous courez à ma place parce que là maintenant je peux pas courir, mais plus tard je courais pour les autres. Les médecins, ils ont réagi comment là, le fait que tu as envie de maintenir la course à pied, même si c'était des minutes par-ci par-là, est-ce que tu pouvais? Est-ce qu'ils ont encouragé ça? Est-ce qu'ils étaient un peu plus sceptiques par rapport à ça? C'était quoi leur position? Alors, à l'époque, le sport n'était pas aussi valorisé que maintenant. Et c'est vrai que quand je disais j'allais courir, non, mais faites attention. Par exemple, quand j'allais en radiothérapie à pied et je revenais en courant. Et on me disait non, mais il faut absolument pas courir parce que sinon, vous allez avoir des brûlures qui vont être très importantes. Donc, ça va être très compliqué. Alors, c'est vrai qu'en radiothérapie, je faisais très attention avec les crèmes, etc., de façon à réparer. Mais maintenant que je pouvais courir bien,
je courais. Et donc, je rentrais, je leur disais, non, je ne cours pas. Non. Donc, c'est vrai que j'ai menti à mon radiothérapeute. Je suis désolée, mais je ne pouvais pas accepter qu'on me dise ne cours pas alors que j'avais la possibilité de le faire. Je digresse un peu, mais est-ce que ce qu'a vécu Anaïs Kemener, c'est une histoire qu'on entend beaucoup? Est-ce que ça fait écho aussi à toi, ton parcours de vie? Est-ce que tu vois plein de points sur lesquels vous vous croisez dans votre trajectoire l'une et l'autre? Oui, beaucoup. Surtout que j'ai lu son livre, je l'ai vu, donc je me suis dit, waouh, en fait, c'est une histoire que j'aurais pu raconter aussi. Et c'est vrai que là, quand je la vois, je me dis, je suis pas toute seule, parce que c'est vrai que souvent on se dit, ouais, tu dois être toute seule, donc je me mets dans mon coin, je veux être que coureuse, je veux pas qu'on me catalogue de coureuse qui a été malade. Et je me dis, mais ouais, c'est une championne. Et c'est pour ça que je trouve ça très émouvant de la voir. J'ai envie de dire, mais oui, mais là, maintenant, ça y est, t'es un bébé, félicitations. Donc, t'as envie de lui dire, la vie continue et ça continue. Et c'est vrai que pour moi, c'est une championne. Enfin, donc, elle a continué et elle y va. On n'a pas les mêmes performances, mais on a la même envie. Ouais, et puis c'est le même potentiel d'inspiration, ça change rien finalement. Elle est effectivement athlète de haut niveau. C'est ça. Et toi, c'est aussi ce qu'on est quand même la plupart d'entre nous, des coureurs de milieu de peloton, et c'est aussi très inspirant pour ça. Merci beaucoup Nadia, on va poursuivre ton parcours de vie et parler notamment du marathon de Florence. C'est une période à laquelle tu étais aussi encore en traitement, donc on va avoir l'occasion de tirer le fil un petit peu plus tard dans l'épisode. On arrive maintenant à la rubrique du questionnaire de Proust. J'ai 3 questions pour toi hautement philosophiques. La première, c'est l'expérience, selon toi en tout cas, l'expérience que tout le monde devrait vivre au moins une fois dans sa vie. Alors, l'expérience qu'on devrait vivre une fois dans sa vie, c'est de voyager solo, tout seul, parce que je trouve que ça permet une certaine liberté, de se dire qu'on peut aller là où on veut sans avoir à rendre de compte à personne, avec cette autonomie. Et ça va aussi être la possibilité de rencontrer des personnes, parce que souvent, quand on est tout seul, c'est beaucoup plus facile de rencontrer des gens, d'aller vers d'autres cultures. Et ça, c'est très enrichissant. Et puis aussi en termes de confiance en soi, parce que se dire qu'on va sortir de sa zone de confort pour aller voyager toute seule, c'est pas facile. Donc je l'ai fait, je l'ai encore fait l'année dernière. C'est un cadeau que je m'offre, je me l'offre chaque année. Soit faire une course toute seule, soit faire un voyage. L'année dernière, j'avais passé une semaine en solo à Alger, à découvrir la ville, les musées, la culture, même si je la connais très bien. Mais c'est ça, c'était enrichissant. Tu voulais revenir quand même? Tu étais contente de retrouver ton quotidien? Oui, aussi. C'est toujours un plaisir. En fait, Paris, j'adore la quitter, mais j'adore la retrouver aussi. Donc, Nadia, la plus belle chose qu'une personne ait faite pour toi sans s'en rendre compte? Je pense que c'est mon papa qui me disait, quand j'étais petite, il me disait toujours c'est pour toi que tu travailles. Parce que j'arrivais avec les billets de félicitations, les satisfactions, etc. Et donc, je lui disais, papa, regarde, j'ai très bien travaillé à l'école, regarde, et est-ce que tu peux m'acheter un vélo? Et il me disait, c'est pas pour moi que tu travailles, c'est pour toi, donc tu vas travailler même si derrière, il n'y a rien en retour. Et en fait, ça s'est resté en moi. Parce que je me suis dit, en fait, il a raison avec le temps. Il faut du temps pour le comprendre, exactement. Je pense, mais ça prend son sens ensuite. Le temps de comprendre, de se dire, effectivement, quand on travaille pour soi, c'est beaucoup plus gratifiant aussi. Et puis, c'était aussi de se dire, tu vas être autonome et indépendante sans avoir besoin de personne. Et ça, c'est un de mes défauts aussi, c'est que je ne demande jamais d'aide. Même quand j'en ai besoin, je ne demande pas, je ne veux pas. Donc, du coup, ça pèse énormément. La peur de déranger. La peur de déranger. Par contre, moi, j'aide sans problème, mais j'ai toujours peur de déranger les autres. Voilà. Dernière question de ce questionnaire de Proust. Le défaut que tu pardonnes le plus facilement? Le perfectionnisme, on va dire. Parce que tu te sens concernée? Beaucoup. Donc, je me pardonne. C'est surtout ça. Je me pardonne le perfectionnisme parce que à chaque fois, je me dis, je veux tellement faire les choses bien, voire très bien, que finalement, je vais m'auto-censurer sur certaines choses. Je vais me dire, non, ça, je ne fais pas parce que c'est pas assez bien. Alors que les autres vont me dire, mais si, c'est super et tout. Non, moi, je pense que c'est pas assez bien. Il faut que je le retravaille encore. Il faut que je fasse encore mieux. Et finalement, il y a des choses qui sortent parce que je me pousse quand même. Et il y a des choses qui sont encore cachées, on va dire. Sois indulgente avec toi, Nadia. Exactement. Merci beaucoup de t'être frottée à cet exercice. On va se plonger maintenant dans ta course épique. Je vais la présenter brièvement de façon un peu factuelle et puis ensuite on aura l'occasion de la vivre à travers ton regard et tes baskets. Donc le marathon de Florence, il a été créé en 1984. Il se tient chaque année au mois de novembre. C'est le deuxième plus grand marathon d'Italie après celui de Rome. Il attire en moyenne 10 000 coureurs venus du monde entier. Vous étiez 9 700, je crois, sur l'édition 2014. Le parcours de 42,195 km donc
Et réputé pour sa beauté, il traverse le centre historique de Florence, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, en passant par des monuments emblématiques, la Piazza del Duomo, la cathédrale Santa Maria del Fiore, le Ponte Vecchio et la Piazza della Signoria. Le tracé est relativement plat, ce qui le rend accessible aux coureurs de tout niveau. Il comporte des passages sur des pavés et des virages serrés dans des ruelles étroites, donc un peu plus technique, attention. La course se déroule généralement sous un climat frais, compte tenu de la période, avec des températures aussi entre 5 et 15 degrés. Voilà. Le record chez les garçons, James Couto avec 2h08, voilà, il n'a pas traîné. Et Béatrice Omuenza en 2h27. Mais on n'est pas là pour parler performance ou record, c'est pas du tout notre sujet. Nadia, après la description de la course, dans le podcast, il y a toujours un moment un petit peu houleux. C'est la question qui pique. Donc, c'est un moment un peu déconne du podcast. Donc, c'est souvent tiré par les cheveux. J'aime bien faire ça. Ça va être aujourd'hui un vrai faux qui est consacré au génie Léonard de Vinci. C'est à Florence que Léonard a commencé sa carrière artistique et scientifique et où il a été formé par l'un des plus grands maîtres de l'époque. T'es partante pour ce vrai faux ? Allez. On y va. Question numéro 1. La Joconde ou Mona Lisa est sans doute l'œuvre la plus célèbre de Vinci et pourtant elle n'a jamais été officiellement terminée selon les standards de Léonard. Vrai ou faux ? Vrai. Absolument. Il était perfectionniste. Il était perfectionniste lui aussi, mais on lui pardonne. On est comme ça. Effectivement, c'était une commande de 1503 par Francesco del Giocondo, un marchand florentin qui a demandé à ce que Léonard le représente sa femme. Voilà, il n'a jamais livré cette œuvre. Donc, effectivement, les trois hypothèses, c'est son perfectionnisme, le fait que ses travaux étaient interrompus et qu'il était obligé de partir à Milan. Et donc, voilà, ça a interrompu son travail sur le tableau. Et aussi l'attachement personnel qu'il aurait pu développer avec ce tableau qu'il avait finalement plus envie de céder. Donc, voilà, c'est un peu les hypothèses. Peut-être que toi, tu connais bien le sujet, donc tu as peut-être d'autres éclairages sur ça, mais c'est ce que moi, j'ai lu en tout cas sur le sujet. En tout cas, c'est une bonne réponse. Bravo, Nadia. Deuxième question, Léonard de Vinci pouvait écrire des deux mains simultanément et utilisait souvent une écriture spéculaire, donc une écriture inversée qui était lisible uniquement dans un miroir. Vrai. Eh oui. Oui. J'ai visité le Clos Lucé. Ah, t'es forte, Voilà. t'es forte. Tu savais qu'il y allait avoir une question qui pique quelques années plus tard sur le sujet. Même pas. Non, mais honnêtement, j'y suis allée parce que c'était magnifique. Ouais. Voilà. Est-ce que tu connais un cas d'écriture spéculaire dans la vie courante qu'on a, nous, en France ? Il y en a un ? Je vois pas tout de suite. L'écriture de police à ambulance sur les voitures, pour que quand tu regardes dans le rétroviseur, ce soit écrit à l'endroit. Ouais. Petit fun fact. 2 sur 2, bravo. Parmi ses innombrables projets novateurs, Léonard de Vinci a imaginé un prototype de scaphandre au tournant du XVIe siècle, un concept qui était très audacieux pour l'époque et qui préfigurait les équipements modernes de plongée. Vrai ou faux ? Faux. C'est vrai. Ah bah, c'est vrai, il y avait un piège, il n'y avait que des vrais, mais tu t'en as quand même très bien sorti. Il a eu cette idée pendant son séjour à Venise en 1500. Et donc l'invention visait principalement des applications militaires. L'objectif était de permettre à des soldats de s'approcher des navires ennemis en toute discrétion en les sabotant par en dessous. C'est un génie. Franchement. Bien, écoute, 2 sur 3, c'est très bien. Pas besoin de te faire un dessin, tu t'en es très bien sorti. Je n'y m'éternise pas plus longtemps sur cette question qui pique. Place désormais à ta course épique, donc ce marathon de Florence. Ce projet, je crois qu'il est né au mois d'avril 2014. C'était à la halle, j'allais dire, dans le salon en tout cas du running, dans le cadre du marathon de Paris, c'est ça ? C'est à ce moment-là que s'est dessiné ce projet où tu as eu envie de rêver à cet objectif ? Exactement. En fait, comme j'allais récupérer mon dossard quand même si je ne le courais pas, je visitais un petit peu, je regardais un petit peu ici et là ce qui se passait par curiosité. Et là, je vois le stand du marathon de Florence et je vois des Italiens et je regarde et ils commencent à me parler. Donc, alors c'est vrai que j'ai de la chance de pouvoir parler italien. Donc, je commençais à discuter avec eux et puis ils me disent « Ah, mais il faut que tu fasses le marathon de Florence, il est magnifique, il est super ». Et puis là, sur le salon, il est à 30 €. Bon, je me dis, c'est pas très cher. Bon, c'était à l'époque. Maintenant, les dossards sont plus à ce prix-là. 148 €. C'est ça, tu peux rajouter des euros. Et donc, je prends le dossard en me disant, ça sera un projet pour la fin d'année. Bon, j'étais encore en chimio, j'avais encore plus de cheveux sur la tête. Mais je me suis dit, ça serait mon projet à moi. Donc, tout le monde autour de moi me disait, mais elle est folle. Ou alors, c'était, bon, on va la laisser. Avec ses projets, il vaut bien qu'elle ait quelque chose dans la tête. On va la laisser un petit peu tranquille. Bon, beaucoup de gens étaient sceptiques par rapport à ça. Et puis, j'ai commencé à m'entraîner vers le mois de septembre-octobre de la même année, après la chimio, après la radiothérapie. Je ne prenais pas encore l'hormonothérapie. J'aurais dit, laissez-moi 1 mois de répit pour respirer un petit peu et je reprendrai plus tard l'hormonothérapie. Comment tu jaugerais là, tes capacités physiques à ce moment-là ? Je suis faible. Ah oui, je suis faible. J'avais couru 10 km, c'est tout. J'avais vraiment couru qu'un 10 km, donc je n'étais même pas entraînée. Je savais quelles étaient les difficultés du marathon parce que j'en avais couru 2 avant. Mais là, je me suis dit, tu y vas. Je me suis quand même dit, bon, la barrière horaire est de 6 heures. Au pire du pire, je fais 6 heures, c'est pas grave. Mais je voulais le finir. Ça, c'était mon objectif, c'était finir le marathon, arriver avec la médaille.
Et donc, au mois de septembre, je commence à m'entraîner. Je rencontre mon ami Sichen qui me dit « qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais faire le marathon de Florence. » « Ah bon ? Mais tu es malade ?» Je dis « Non, mais je vais faire le marathon de Florence. » C'était début décembre, je crois. Et là, ou fin novembre, 30 novembre, voilà, c'est ça. Et là, elle me dit « Ah bah tiens, je vais le faire avec toi. » Je dis « Mais non, tu vas pas le faire. Tu n'as jamais couru de marathon. C'est pas maintenant que tu vas faire un marathon. » Elle me dit « Si, je vais le faire avec toi. » Et donc, j'ai dit « Voilà, moi, je suis malade. Toi, c'est ton premier. On y va. » Et c'est comme ça qu'on a commencé aussi à s'entraîner doucement. Elle partait de zéro. Moi, je partais presque de zéro. Donc, on y est allé. Et puis, c'est comme ça que ce projet s'est concrétisé. Là, le traitement que tu as à ce moment-là, l'hormonothérapie, ça permet, en tout cas quand tu le reprends en mois d'octobre, ça autorise quand même plus facilement à retrouver une condition et ça peut coexister plus facilement avec des objectifs de ce type. Oui, parce que finalement, donc, la chimio fatigue beaucoup plus. Mais l'hormonothérapie a quand même des effets secondaires terribles. Donc, tu prends du poids, tu as des bouffées de chaleur. Enfin, en fait, c'est limite en ménopause précoce. Donc, c'est très, très intense. La fatigue aussi, les sauts d'humeur. Donc, tu peux te réveiller un matin avec un grand sourire, le lendemain en train de râler. Ça monte, ça descend. Bref, les émotions sont un peu mises à l'épreuve. Voilà, exactement. Et puis, alors, déjà que j'étais à fleur de peau d'une hypersensibilité, mais alors là, je ne te rajoute pas. Donc, je ne te raconte pas. Et donc, on s'entraîne, on y va et on se dit, bon, il n'y a plus qu'à. Mais tu suis une prépa j'ai suivi une prépa, je crois que j'avais trouvé un plan Internet sur Jogging International à l'époque. Non, pas un plan Internet. Dans un magazine, Jogging International, il y avait un plan. Et je me suis dit, allez, on va essayer de suivre, d'être un peu sérieuse quand même sur ce coup-là, histoire de bien finir quand même. Et toutes les séances sont rentrées, tu as réussi, oui. Tu t'es sentie en capacité? Oui. Alors, je ne travaillais pas à l'époque parce que j'ai pris une année thérapeutique. C'est-à-dire que je suis arrivée à l'école et je ne pouvais pas. Physiquement, je ne pouvais pas tenir devant les enfants. Donc, j'ai pris une année thérapeutique. Donc, j'avais le temps de me prendre en charge et de repartir sur de nouvelles bases. Il y a eu d'autres courses. Donc, avant le marathon de Florence, à l'automne, c'était aussi renoué avec ça et des distances comme tu connaissais avant. Il y avait un 10 km. Je crois que tu as fait aussi le semi-marathon de Boulogne. Exactement, le semi-marathon de Boulogne et les 20 km de Paris. C'était classique, en fait. On repartait sur un deuxième semestre classique. La Parisienne, j'avais fait la Parisienne. Le comeback. Voilà, le comeback de la Parisienne. Les 20 km de Paris, le semi de Boulogne. Et puis, ça me réconfortait parce que je me suis dit, voilà, j'arrive à tenir des distances 20, 21. Donc, on faisait des sorties longues de 25, voire 30 à l'époque parce qu'on se disait, mais oui, effectivement, on a besoin de sorties longues pour nous prouver qu'on pourra finir. C'était surtout ça. Si je devais résumer, la seule chose à laquelle tu aspires à la fois dans la course à pied et dans la vie à ce moment-là, c'est de la normalité finalement. Exactement. C'était retrouver ma vie d'avant, même si je savais que ça allait plus être ma vie d'avant. Je reviens au sportif. Là, à l'issue du semi-marathon de Boulogne, je crois que tu as une petite tendinite qui se déclenche. Ça, est-ce que ça t'inquiète sur la perspective du marathon qui est quelques semaines après, je crois, 2-3 semaines après? Oui, parce que je me suis dit, ah non, pas maintenant, c'est débile d'arriver comme ça. Bon, évidemment, ça arrive quand ça arrive. Mais je me suis dit, non, pas là, quoi, je voulais pas. Donc, j'ai fait vraiment très attention. J'avais fait tout un protocole, je prenais des huiles, j'ai vraiment fait attention. Et je pense que, comme en plus, je suis très à l'écoute de mon corps, donc je me suis dit, attention, si tu fais un peu plus, ça peut casser. Donc, et finalement, ça s'est passé. Donc là, tu finis cette préparation dans des dispositions physiques et mentales qui sont quasi optimales. Enfin, t'es confiante. Exactement, je suis confiante. Dans la mesure où tu t'attaches pas au chrono, tu es persuadée que tu pourras finir. Exactement. Là, vous partez donc à Florence, ça y est. Ça y est. Vous avez, Sichen est avec toi, je crois que vous avez un copain qui s'appelle Stéphane Exactement. aussi. Et il a fait, après, il a arrêté après ce marathon, il a été dégoûté. Fin de carrière. Et donc, on a fait, avec Sichen, on est arrivé dans un super Airbnb qui était magnifique en face du Palazzo Vecchio. Donc, c'était vraiment, on était bien situés. On arrive, en plus, on avait aussi des copains qui étaient là, Adrien et Christelle, qui étaient présents. Donc, on a pu profiter de la ville. Et c'est vrai que comme il n'y avait pas de pression de temps, allez hop la pizza, allez hop les pâtes, allez hop les glaces. La veille du marathon, on mangeait des glaces. Allez hop, on y va, on se faisait plaisir. C'est cadeau. Ouais. On sent dans le compte-rendu que j'ai pris sur ta course qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de plaisir. Malgré tout, malgré ce que tu dis là sur la sérénité et l'enthousiasme ambiant, je crois qu'il y a une nuit qui est pas très simple. Alors elle est peut-être liée même à l'excitation plus que l'angoisse. C'est plutôt l'envie, ça y est, de vivre ce moment. Tous les marathoniens connaissent cette nuit d'avant-course. Tous les coureurs, je dirais pas les marathoniens, mais tous les coureurs, parce que il y avait de l'excitation. On se disait waouh, ça y est, c'est ton jour.
on essayait de se dire, allez, demain c'est parti. Et j'étais en train de visualiser ma course, en train de me dire, ah ben là, tiens, on va passer par là et par là. Et c'est vrai que je me suis dit, j'arrivais pas à dormir en fait. Ça m'arrive souvent hein, avant les grands marathons. Moins maintenant, mais souvent, je cogite. Ça y est Nadia, tu peux fermer les yeux. On est le dimanche 30 novembre 2014, c'est le grand jour. Vous arrivez sur place pour le départ. Toi, tu te précipites pour aller à proximité des meneurs d'allure parce qu'il y a cette idée de faire la course auprès d'eux. C'est ça, parce qu'en fait, j'avais envie de m'accrocher à quelqu'un qui me rassurait, à des personnes qui me rassuraient. Et les meneurs d'allure, je savais que quoi qu'il arrive, ils allaient rester dans leur allure et que j'allais pas faire n'importe quoi. Donc, je me suis accrochée. Et les meneurs d'allure, en Italie, c'était un groupe de plusieurs meneurs d'allure. Et là, il y en avait 3 qui étaient vraiment sympathiques, à qui je parlais. Et puis, j'aurais raconté mon histoire, ce que je faisais. Et là, ils m'ont pris sur leurs ailes. C'était la chouchoute des J'étais un meneurs peu d'allure. c'est ça. La mascotte. J'ai un peu la mascotte en disant on va t'emmener, on y va, etc. Donc, et c'est vrai que ça m'avait fait vraiment plaisir parce que j'avais Sichène avec moi, j'avais aussi les meneurs d'allure et puis tout le monde autour. Quoi. Donc c'est vrai que c'était très sympathique. Hein, donc, C'était le meneur d'allure de 5 heures. Hein. Des 5 heures parce que je me suis dit déjà fais un marathon et ensuite on verra. Fini déjà en 5 heures. Est-ce que la maladie elle a quelconque place à ce moment-là quand tu es sur la ligne de départ ou est-ce que tu n'es que dans la célébration de ce moment et de cette chance de vivre cette course? Alors la maladie est présente parce que je me dis waouh, t'es là, c'est ton jour, tu vas le célébrer mais bien. J'étais pas du tout dans les larmes. Enfin, il y avait l'émotion évidemment, il y avait cette émotion, etc. Mais c'était pas tout de suite. Là, je dirais que j'avais pas le temps de pleurer. J'avais plutôt la gratitude du la moment gratitude, en fait, de exactement. J'étais là en train de dire à Sichène, mais waouh, on est présent ici maintenant. Toi pour ton premier marathon, moi pour mon premier marathon de la renaissance, on va dire. J'attendais ce moment-là. Tu avais senti de l'appréhension là, de la part, en tout cas du scepticisme de la part de tes proches sur ce projet-là? Oui, parce que autour de moi c'était, mais tu vas courir, tu vas vraiment courir, mais tu vas finir. Ben oui, monsieur, oui, madame. Donc, je te ramène la médaille. Donc, bouge pas, j'arrive. Voilà, et donc, j'ai dit à ma maman, parce que je lui ai dit, pas dit tout de suite, parce que sinon, elle m'aurait interdit de partir. Je lui ai dit après que j'allais faire ça. Je lui ai dit. Tu mens beaucoup à ta maman, je trouve. Non, mais parce que, en fait, dès que je lui dis, je cours un marathon, elle va me dire, ah non, c'est pas bien, c'est trop pour toi. Donc, quand je cours un marathon, je dis, non, je vais juste faire 5 km. Donc, juste ça, quoi. Nadia, on va rentrer dans tes baskets pour cette course. Donc, on va suivre sur ces grandes étapes. Sur les tout premiers kilomètres, ça part relativement modéré. Je crois que vous êtes amené même à marcher parce qu'il y a pas mal de monde. Et il y a surtout déjà beaucoup de bonne humeur de ce qu'on peut voir et un enthousiasme, une ambiance de dingue sur tout le parcours. Énorme, c'était énorme. Alors, je suis en train de visualiser. Là, je me dis, mais oui, il y avait les meneurs d'allure, il y avait les gens dans la course. Et puis, en plus, il y avait le parcours était... Alors, il y a des endroits où c'était un peu laid, mais là, au début, c'était magnifique. On traverse le parc et puis il y a les gens sur les côtés. On sent que c'est l'ambiance italienne, la fête, on y va, quoi. Donc, c'est... j'ai vraiment apprécié. Là, tu es au bon endroit. Ouais, là, tu vis c'est ma place. C'est ma place. Les signaux sont au vert ensuite. Il y a un passage dans le parc sur un endroit assez plat. Il y a le mi-parcours qui se dessine dans un climat assez serein jusqu'au semi. Globalement, tout est sous contrôle. Il y a beaucoup de sourires, la foulée qui va bien. J'avance, je me dis à chaque fois, allez, 1 kilomètre, allez, on y va. Je raisonne en kilomètre par kilomètre. Ça me permet d'avancer et de ne pas me dire, ah bah tiens, t'en as encore 10 à faire, c'est beaucoup, t'en as encore 15. T'as fait la moitié, t'as fait le quart. Tu as fait ça, voilà. Donc, ça, c'est pas mal. Moi, j'arrive pas à faire ça. Ouais. Et les meneurs sont là aussi, ça discute. Vous êtes. Oui, on discute. Alors, c'est vrai qu'au début, je faisais la traduction. Et puis après, je dis à Sichène, c'est bon, je vais pas faire la traduction. Donc ça m'avait fait rire aussi. Ensuite, les choses se corsent un tout petit peu entre le 20e et le 35e, ce qui est assez classique. Normal. Les jambes sont un peu lourdes, notamment au passage du pont qui est au 32e kilomètre. Là, la tête, elle tient toujours malgré tout, même si le physique s'émousse un peu. T'es apaisé? Ça s'est apaisé parce que je me suis dit, bon, ça y est, on est au cœur de Florence. Et puis surtout, je me suis dit, mais tiens, le pont, je me l'imaginais, mais beaucoup plus grand, ce pont. J'avais l'impression qu'il est dans ma vision de Florence, j'avais l'impression que ce pont était plus grand. Et en fait, c'est le petit pont qui est ancien, qui est très, très authentique. Et c'est vrai que je me suis dit, waouh. Il y avait ce waouh quand je vois ça. Donc tu arrives à apprécier aussi ce qui se passe. Ah oui. J'avais le temps. Comment ça se passe pour Sichène, là? Est-ce que finalement, c'est
peut-être toi qui t'inquiètes plus pour elle que l'inverse? Oui, parce qu'en fait, je me suis dit, moi qui ai vécu 2 marathons, je me suis dit, ouais, ça va être dur quand même. Il va y avoir des moments qui vont être difficiles. Donc, et tant qu'elle suivait avec ses petits pas, donc je me suis dit, bon, elle est là, ça me rassure. Donc aussi. Donc, et puis, ça va, Sichane? Oui, oui. Et puis, il y avait des moments où on ne se parlait pas, mais on se comprenait. Donc ça, c'était important. Là, tu sais que tu vas aller au bout, Ah déjà. Oui, oui. Mais après, il y a les pavés. Donc ensuite, il y a le Duomo, l'arrivée dans la vieille ville. Est-ce que tu peux nous parler de ce passage? C'est magnifique. En fait, il y a plein de petites ruelles avec des pavés. Et finalement, bon, il y a des pavés, c'est dur. Mais je lève la tête et c'est surtout ce que je vois autour de moi, une architecture qui est magnifique. On voit les gens. Après, il y a les touristes qui viennent, qui traversent comme ça. C'était très drôle parce que je me suis dit, ah ben non, c'est pas entre guillemets, il n'y a pas de personnes qui vont arrêter la route. Non, tout le monde vient et va. Alors peut-être au début, parce qu'il y avait plus de monde, j'imagine. Mais là, c'était vraiment à l'italienne. C'était fluide aussi. Il n'y avait vraiment pas de problème. Et là, donc, je vois mes 2 amis aussi qui, eux, finissent une course très, très rapidement. Donc, ce sont plutôt des Ils ont bons déjà coureurs. prendre 2 pizzas avant que tu arrives. Oui, voilà, exactement. Une douche de pizza, tout ce qu'il faut. Et ils sont en train de m'encourager. Et puis, on voit les autres aussi qui encouragent. Donc, forcément, moi, on prononce mon nom à un moment où je ne suis pas bien. Je me relève, la tête droite, fierté. Puis, c'est bon, je vais vous courir. Donc, c'est surtout ça. Digne, exactement. La dignité dans toute sa splendeur. C'est beau. Au kilomètre 40, tu laisses partir les meneurs, je crois, c'est ça? Oui, là, je sentais que mon souffle était, malgré tout, même si je me sentais bien, je sentais que c'était un peu haletant. Et puis surtout, moi, j'avais encore mon pack pour la chimio. Je l'avais encore au niveau du cou. Et je sentais que ça me tirait un petit peu. Et là, je me suis dit, bon, ça tire là, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de ne pas finir. Donc, j'ai ralenti. Il y a eu des moments où j'ai marché à la fin parce que je sentais aussi que mon souffle n'était plus le même qu'au début. Et je me suis dit, j'ai rien à prouver. Et puis j'y vais. Donc, Comment est-ce que tu as vécu les dernières centaines de mètres? Ah, la fierté. En fait, j'aurais pu pleurer comme pour mon premier marathon. J'étais les émotions, les larmes, etc. Mais là, c'était une sorte de revanche. J'étais là, ah yes, ça y est, je l'ai fait. Enfin, je l'ai fait et puis j'étais bien. Et puis alors, c'est vrai que j'avais laissé Sichane donc un peu derrière. Donc, je la laisse. Mais cette fierté d'arriver et de me dire, ah, je l'ai fait malgré tout, malgré la chimio, malgré l'opération, malgré l'hormonothérapie. En fait, tout est venu dans mon champ de vision en me disant, tu vois, ça, hop, au revoir, au revoir, au revoir. J'ai vraiment balayé les mauvaises pensées. Et c'était limite un moment de résilience en me disant, tu as vécu ça, maintenant, on passe à autre chose. C'est pour ça que Florence était très symbolique pour moi, parce que Florence, c'était la Renaissance. Et pour moi, c'était ma Renaissance. Et vraiment, c'était tellement important pour moi. J'en ai encore des frissons maintenant quand j'y repense, parce que maintenant, j'oublie que j'étais malade parfois. C'est vrai que j'oublie. Je me dis, ah oui, c'est vrai, j'ai eu un cancer. Il ne faut pas que j'oublie, mais j'oublie. Il y a une certaine résilience qui s'est installée. Mais sur place, je me suis dit, mais waouh, tu l'as fait. Tu l'as fait. Et surtout, d'avoir cette médaille, je l'ai là, je l'ai apportée. Génial. Je l'ai apportée parce que je me suis dit, mais oui, cette médaille qui a vieilli aussi et qui est tellement symbolique, qui représente bien au-delà du sport. Exactement, bien au-delà du sport. Et je me suis dit, mais waouh, tu l'as fait, quoi. Donc, c'était la joie. Vraiment de la joie. Et j'attendais Sichane. Et c'est après, quand j'ai vu Sichane, en fait, j'avais les larmes qui commençaient à monter, mais plus parce que je me suis dit, elle a fini son premier marathon et waouh, quoi, on est là toutes les deux avec une médaille. C'est ça qui était beau. Et là, tu considères que toute la maladie, c'est derrière toi à ce moment-là, c'est aussi une façon un peu de clore une bonne partie du chapitre, même si peut-être que ça a pu t'habiter ensuite et continuer à être présent malgré tout avec ton traitement, mais c'est quand même un gros chapitre qui se ferme avec cette reconquête et cette renaissance. C'est vrai qu'après tout ça, je me suis dit, bon, j'ai l'hormonothérapie, ça va me durer 5 ans, je fais, bref. Mais là, c'était le pire. Pour moi, c'est pour ça que c'est comme... Quand je dis que je l'ai vécu comme un marathon, c'était waouh, ça y est, tu t'es pris le mur, mais le mur en pleine face. Maintenant, il te reste quelques kilomètres à courir dans ta vie et puis à avancer. Et c'est vrai que ça, c'était important pour moi. Donc, ce marathon a beaucoup d'importance pour moi. Qu'est-ce que ça a pu t'apprendre, te révéler sur toi? Que j'ai été forte. En fait, au début, je me suis toujours dit hypersensible, pas capable de faire certaines choses et tout. Et je me suis dit, mais waouh, ça m'a vraiment dopée naturellement.
en me disant que de courir ce marathon, ça m'avait permis d'affronter énormément de choses. D'affronter mes peurs vis-à-vis de ce cancer, m'apporter de la force, de me dire que je suis capable. C'est ça, en fait, le mot capable. Mon père me le disait souvent, il me disait, mais toi, tu es capable. Et en fait, je ne l'entendais pas. Et à ce moment-là, pour le marathon de Florence, là, je me suis dit, ouais, je suis capable. Ah, mais oui, c'est ce que papa me disait. Je me souvenais de ces mots-là. Enfin, quelqu'un de capable, c'était pour lui la plus belle des récompenses. C'est des beaux moments, moi, je trouve, quand on a ces paroles d'enfant, enfin, qu'on entend enfant, et le moment où on comprend ce que la personne voulait dire, si à ce moment-là, c'est pas audible, mais quand on comprend des années plus tard ce que ça voulait dire. Oui. Moi, je me dis ça parfois quand je parle à mes enfants. Je dis peut-être là, aujourd'hui, tu peux pas recevoir ce que je te dis. J'espère que dans 10, 15, 20 ans, et puis voilà, de la même façon que moi, les choses que j'ai vues ou reçues, finalement, je mesurais pas à ce moment-là la justesse de ce que c'est et de la profondeur du sens et puis de l'amour que c'était finalement, tout simplement. Exactement. C'est une question difficile, mais si tu devais retenir une image de ce marathon de Florence. Une image. Ça peut être la préparation, ça peut être l'après. C'est pas forcément pendant la course, mais qu'est-ce qui la représente au mieux? Je suis en train de réfléchir. En fait, c'est notre duo avec Sichène. C'était drôle parce que on fait la même taille, on fait les mêmes temps. Et quand on est parti le matin, on avait, comme il pleuvait, c'était une horreur. Il pleuvait et on avait les sacs de protection avant pour se réchauffer. J'ai vu les photos. Tu as vu? La photo, elle est drôle, cette photo. C'est tellement nous, en fait, parce que on n'a pas peur du ridicule, on y va et puis on s'en moque de ce que peuvent penser les autres. Il y avait une copine, Manoli, qui nous avait dit, mais on croirait les bonhommes CTLM, et puis alors c'était les petits bonhommes verts. C'était très drôle et cette photo, elle est tellement symbolique. Et ce qui est drôle, c'est que j'avais couru au mois de novembre, entre guillemets, oui, fin novembre, avec Sichène. On avait pris nos maillots du marathon de Florence, on les avait portés, on avait couru avec en disant, voilà, on va fêter nos 10 ans de marathon de Florence. Enfin, pour moi, c'était énorme. Et donc, on avait bien rigolé parce qu'on s'est dit, mais tu te rends compte? Et on s'est remémoré un petit peu tout notre parcours. Donc, après, je l'ai emmené sur le marathon de Séville, mais 8 ans après, parce que après ce marathon, elle s'est arrêtée. Enfin, elle s'est arrêtée. Elle a continué de courir, mais... Elle a temporisé. Sur le marathon, en tout cas. Elle s'est dit, vas-y, toi. Par devant, là aussi. Ouais, c'est ça. C'est ton marathon le plus marquant à ce jour? Celui qui compte plus? Il compte beaucoup, mais il y a le marathon de New York. Celui-ci, il était exceptionnel aussi. En fait, j'en ai fait 2 marathons de New York. Mais le deuxième, mes frères m'ont fait la surprise d'être présents. Je ne savais pas. Ils savaient que j'allais courir le marathon de New York. Mais moi, je ne savais pas. Combien de tes frères? 2, parce que j'en ai 7. Ah, donc 2 sur... Mais ils courent tous, à part un qui est handicapé. Mais sinon, ils courent tous. Hein. Donc là, tout le monde court à la maison. Et donc, en fait, ils sont venus me voir par surprise. Vraiment, à l'hôtel, ils me téléphonent. En plus, moi, j'avais envie de dormir. Ils me disaient, oui, il y a un colis pour toi. Il faut absolument que tu ailles le chercher à la réception. Bref, ils m'ont fait toute une histoire. Et je dis, mais non, mais je peux pas. Mais si, vas-y, va le récupérer. C'est très important. Je descends en pyjama pour récupérer le colis. En fait, c'était eux. Ils étaient là. Ils se sont moqués de moi. Et puis donc, et voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai apprécié courir avec mes frères. Parce qu'après, on s'est fait le semi-marathon de Londres. On a couru d'autres courses. Et ça, c'est important. Comment s'est passée la suite de ta pratique de la course à pied suite à ce marathon de Florence? Est-ce que tu as pu vivre dans le cadre de ton traitement? Et puis voilà, ça fait les années qu'on suivi ensuite jusqu'à maintenant. Tu as pu vivre toutes les courses dont tu rêvais sans contrainte? Oui, parce que en fait, j'ai eu pendant le traitement, pendant la chimio, etc., j'avais besoin d'exprimer des choses. Je voulais écrire. J'avais besoin d'écrire. J'adore écrire. Et malheureusement, je ne voulais pas écrire sur un blog de maman parce que je ne voulais pas mettre les photos de mes enfants sur Internet à l'époque déjà. Et puis, je ne voulais pas écrire sur prof parce que c'était un métier que je n'avais pas non plus envie d'écrire sur ça parce que je n'avais pas envie. Et puis, je me suis dit, tiens, la course, parce que ça me tient à cœur et je ne peux pas en faire actuellement, donc je vais continuer. Personne ne savait que j'avais un cancer. Jusque-là, j'écrivais énormément. Je faisais mon blog. Donc, c'était à l'époque Nadia Runs Paris. Donc, je l'ai gardé encore, mais c'était le titre qui est venu. Ça peut paraître kitsch, mais c'était Nadia Runs Paris. Donc, c'était le truc. Un blog qui est toujours actif d'ailleurs. Qui est toujours actif. Je continue à écrire. Et puis, finalement, j'ai écrit. Et puis, je me suis dit, je vais continuer. Et j'ai eu l'opportunité de courir beaucoup de courses. Et c'est vrai que j'ai de la chance de pouvoir le faire. Et je ne me mets aucune barrière.
sauf les barrières Les barrières horaires qu'on t'impose. Qu'on m'impose, mais sinon, j'y vais. Voilà. Ouais. Et peut-être des trails plus tard. Donc, j'aimerais bien aussi. Ça a changé ta façon de courir, la maladie? Est-ce que tu savoures encore plus la vie, j'imagine, mais les courses aussi? Ah oui, je prends plaisir. Je me prends pas la tête pour les temps. Je vais avec vraiment beaucoup de sérénité et je me dis, allez, on y va. J'entraîne toutes mes copines pour venir faire des courses avec moi. C'est surtout un moment de partage, d'émotion. C'est ça qui me rend heureuse, qui compte énormément pour moi. Donc, c'est plutôt, je vais rencontrer des gens et j'ai des copains qui courent, mais des temps qui ont des temps de malades, comme celles qui ont des temps beaucoup plus bas, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de pouvoir partager et on s'éclate. Faut arrêter de prendre la course à pied au sérieux. Enfin, faut du fun. C'est d'ailleurs étonnant, on avait eu un échange avant notre entretien d'aujourd'hui où tu m'as avoué, j'avais jamais entendu ça et je trouve ça génial. Tu fais une chose particulière avec les puces de dossard? Alors, je les retire. En fait, souvent, j'ai commencé parce que j'avais une copine que j'accompagnais sur un marathon qui m'avait dit, ah non, mais moi, je retire ma puce parce que j'ai pas envie, je mets pas de pression, etc. Et je dis, tiens, je vais faire la même chose. Et en fait, c'est vrai, on se met pas de pression. Donc, évidemment, pour les majors, je garde les puces parce que c'est officiel, etc. et que j'ai envie d'avoir les médailles. Mais là, il y a des médailles où il y a des courses, où je n'ai pas de puce. Il y en a d'autres où je les garde. Ça dépend vraiment. Et je ne me mets pas de pression sur le temps. Là, par exemple, sur le marathon de Barcelone, il y a des puces à l'ancienne qu'on accroche à la chaussure. Sauf que moi, je suis tellement tête en l'air que ma puce est restée dans mon sac au vestiaire. Et donc, finalement, ce marathon, je l'ai couru comme ça. J'avais ma montre, j'ai ma montre, donc je sais ce que moi, je vaux. Mais t'as pas besoin que ce soit officialisé. Et j'ai pas besoin de me comparer aux autres ou que les autres se comparent à moi. On n'a pas besoin de ça. Par contre, les émotions, ça, le partage, oui. Tu peux comparer les émotions, pas comparer, mais tu peux partager ces émotions. Les vivre, surtout, c'est le plus important. Nadia, donc tu as finalement décidé de parler de ta maladie sur ton blog. Est-ce que tu as le sentiment que ton histoire, les gens que tu as pu croiser, donc pas forcément ton entourage proche, mais un peu au-delà, ont aussi été puisés de l'espoir, de la confiance dans ton histoire, dans ton parcours? Est-ce que tu sens que c'est une histoire qui marque les gens et qui les porte? Alors, moi, au début, c'est vrai que j'avais l'impression d'être, mais c'est arrivé. Et puis voilà, j'étais, entre guillemets, normale. Ça arrive. Je voulais pas qu'on me mette une étiquette, une identité de coureuse malade. J'avais envie d'être une coureuse, point. Et c'est vrai que j'ai partagé doucement, j'ai distillé, cette maladie, ok. Mais je voulais pas recevoir d'étiquette. Et ça, j'aime pas donner des étiquettes, j'aime pas qu'on en donne. Et finalement, ça a inspiré beaucoup de monde. J'ai eu beaucoup de messages aussi de personnes qui me disaient « Voilà où j'en suis ». Mais grâce à toi, tu m'as donné envie de faire. Je pense à toutes ces filles que j'ai pu rencontrer, qui m'ont parlé. On a rigolé ensemble, on a pleuré ensemble. Et c'est vrai que on s'est donné envie de faire beaucoup plus, d'être capable de faire beaucoup plus, d'aller plus loin dans ce dont on a envie. Donc ça, c'est important. Et j'ai une pensée particulière par rapport à Blandine. En fait, Blandine, c'est une coureuse aussi avec qui je courais et qui a eu un cancer en même temps que moi, cancer du sein. Et en fait, on se voyait pendant les rendez-vous à l'Institut Curie. Et finalement, excusez-moi, je suis un peu... Prends ton temps. Finalement, on se voyait, on rigolait, on pleurait beaucoup aussi parce que on se comprenait. Et puis malheureusement, elle est morte. Et donc, ça a été un choc pour moi parce que je comprenais pas. Et puis je me disais mais c'est injuste quoi, c'est pas cool. Donc voilà. Donc, on pense à elle aujourd'hui. On pense très fort à elle. Et je suis certaine que y en a d'autres qui se disent on y va. Quoi qu'il arrive, on va essayer de faire le mieux qu'on peut et ça, c'est important. Merci Nadia. Toi, tu en es où, toi, ta santé aujourd'hui? Est-ce que tu es suivie encore? Est-ce que tu contrôles Alors, moi, je contrôle chaque année. Alors, je suis en rémission depuis l'année dernière. Donc, ça, c'est officiel. Ça y est, je suis en rémission. Ça a été dur aussi de se dire, ça y est, c'est fini officiellement. Et de se dire qu'il n'y a plus personne qui va s'occuper de toi. Mais bon, finalement, j'ai quand même des contrôles chaque année. Donc, je fais ce qu'il y a à faire. Et surtout, je suis tellement à l'écoute de mon corps que dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, je vais voir le médecin. Tu as de l'appréhension?
Oui, j'ai de l'appréhension parce que je me dis, la récidive, forcément, on y pense, hein, même si j'ai fait tout ce qu'il fallait. Donc, j'ai une alimentation saine. Je me dis, ça peut me tomber dessus à n'importe quel moment. C'est pour ça que j'ai aussi un rapport à la vie qui est plus simple que certains. C'est-à-dire que je me dis, si j'ai envie de faire les choses, j'y vais. La vie est tellement précieuse. Je me dis, j'ai de la chance de pouvoir me réveiller le matin, de pouvoir faire des choses. Donc, je profite à fond. Vraiment, parce que je me dis... ça peut arriver n'importe quoi, n'importe qui. Donc, autant profiter de ces moments. Et c'est pour ça que je n'ai pas de temps à perdre avec les bêtises, les conneries, comme on pourrait dire. Je n'ai pas de temps à perdre. C'est ça, c'est... L'essentiel n'est pas là, effectivement. Exactement. Merci beaucoup, Nadia, d'avoir partagé ta course épique et ce marathon à Florence dont on a compris toute la symbolique. On va se parler d'avenir. Qu'est-ce que tu as à ton agenda? Combien de courses pour 2025? Une trentaine, une quarantaine? Alors, premier semestre, on va s'arrêter au premier semestre déjà, parce que sinon après... Alors, la semaine prochaine, je pars pour le Summit de Barcelone. Donc ça, je vais profiter, comme ce sont les vacances scolaires, donc je vais pouvoir profiter de la course et des vacances. Pas mal. En général, je fais les deux. Le combo parfait. Le combo parfait. Ensuite, il y a le Summit de Paris. Mais avant le Summit de Paris, il y a les 10 km UNICEF. Donc, 10 km UNICEF, qui est justement une course aussi qui me tient à cœur. Ce sera la première course pour l'UNICEF. Et quand on me parle d'enfants, donc forcément, il y a un lien qui est très fort aussi. Et puis, donc, 10 km Paris-Bois de Boulogne. Le marathon de Paris, j'en ai parlé. Non. Le marathon de Paris aussi. Peut-être un autre marathon dans le premier semestre, mais je vais voir. Tu te laisses le choix. Ouais, je me laisse le choix. Et puis après, on verra pour les courses. En fait, c'est selon les opportunités, selon les moments. Je me laisse guider. Deuxième semestre, marathon de Florence. En fait, je devais le faire l'année dernière. J'ai fait 4 marathons l'année dernière. Paris, le marathon pour tous, Londres et Berlin. Et là, je me suis dit, je voulais faire le marathon de Florence. Mais j'étais tellement épuisée que j'ai vraiment pas eu la force de faire le marathon de Florence. Parce que si je le fais, c'est vraiment très symbolique aussi de se dire, allez, on refait un cycle et on repart de nouveau. Donc cette année... Chaîne, t'es booké le dernier week-end de novembre, on prévoit rien. Ouais, pas le choix. Voilà, donc oui, c'est clair. Je l'emmène avec moi, quoi qu'il arrive. T'as un rêve absolu de course? Est-ce que c'est les majors, justement, de boucler les 7 majors maintenant? Alors, j'aimerais beaucoup le faire. Donc, mais comme les vacances scolaires ne sont pas compatibles avec les majors, donc peut-être qu'un jour, je prendrai une année off pour pouvoir essayer de les courir. Je vais mettre de côté, gagner au loto et puis quitter peut-être l'éducation nationale. Non, j'aime trop travailler en tant que professeur que je pourrais pas. Nadia, on va se quitter non pas avec le mot de la fin, mais le motto de la fin. Est-ce que tu as une devise à partager avec nos auditeurs? Alors, j'ai une devise. En fait, c'est une prof qui me disait souvent ça parce que, évidemment, en étant perfectionniste, je me mettais beaucoup de pression. J'étais très stressée, très anxieuse, et puis je le suis de nature. Donc, c'était trust over fear, donc la confiance au-dessus de la peur. Donc, tu te fais confiance, tu mets tout ce qu'il faut pour être au top, et la peur, elle n'existe pas. C'est une très belle illustration de ton parcours de vie. Merci beaucoup, Nadia. C'est déjà la fin de cet épisode. J'ai pas vu le temps passer. Mais merci. Oui, merci d'avoir partagé avec nous ton parcours sportif et puis t'être ouverte aussi avec cœur et sans filtre. Voilà, c'est toujours délicat et sensible de s'exposer. Donc, merci d'avoir accepté de le faire. Je pense que voilà, ton message, ton parcours et la détermination dont tu as fait preuve sont une très belle inspiration pour nous tous. Voilà, ça a été un très beau moment, un grand plaisir de partager cette interview avec toi. Et puis, à très bientôt. Sur tous les départs de course que tu fais, il y a forcément des lignes de départ sur lesquelles on va se croiser. C'est arrivé au mois de novembre d'ailleurs, sur le 10 km qui était organisé par Oka, Paris Centre. C'est trouvé par hasard. Je suis sûr qu'il y en aura plein et je le souhaite surtout. Merci beaucoup. Merci pour ton accueil. C'était vraiment très sympathique de pouvoir le faire. Et si je peux inspirer d'autres femmes et d'autres hommes, pourquoi pas. J'en suis convaincu. Merci à toi, Nadia. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des aventures hors du commun,
Courez écouter dès maintenant le podcast Aventure épique, le petit cousin de Course épique.